représentation. Mon idée, c'est de soulever un certain nombre de questions, de problèmes, à partir des principes du convivialisme, des principes qui, il faut le rappeler, n'ont absolument aucun caractère dogmatique. Et on va voir d'ailleurs que sur cette question des hommes et des femmes, eh bien justement ces rapports vont surtout permettre de définir ce que j'appellerais des points de vigilance, voilà, des perspectives éthiques, mais certainement pas d'apporter des réponses voilà, définitives sur cette question des rapports entre les hommes et les femmes. D'autant plus que il s'agit évidemment d'une question éminemment historique, forcément située, en évolution. Elle s'inscrit dans une évolution permanente des sociétés, de leur culture, Anna l'a dit, de leur représentation, de ce que Castoriadis appelle leur signification imaginaire sociale. J'aime bien ce concept ici et je trouve qu'il est assez pertinent justement pour réfléchir sur ces questions, les hommes et les femmes. Donc au fond, ces identités masculines ou féminines, et mon justement joue dans tous les sens ici, elles sont des constructions de sens, voilà, dans les deux directions, j'allais dire, du mot sens, c'est-à-dire qui peuvent permettre à la fois de déchiffrer certaines situations, d'orienter aussi des comportements, et de nourrir, c'est un peu le sens du concept de signification imaginaire sociale chez Castoriadis, de nourrir aussi un socle institutionnel. Il va y avoir des questions, il y a des questions juridiques aussi qui se posent autour de ces affaires. Je ne ferai que les effleurer naturellement, puisque je ne suis en rien un spécialiste de la question. Alors je le disais tout à l'heure, je voulais simplement proposer, mon propos sera divisé en deux temps, d'abord un jeu, et puis ensuite donc quelques questions, quelques problèmes à partir des principes du convivialisme. Alors mon jeu sera un jeu littéraire. Voilà, il me semble que la littérature est un très bon point de départ au fond pour réfléchir sur ces questions des rapports entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Parce que justement, plus qu'un fait d'actualité ou un fait historique, l'intérêt de la littérature, c'est qu'elle va nous placer sur le terrain des représentations et non pas du réel, sachant que le réel, justement, est perçu au travers de construction, de signification imaginaire. Donc ce jeu, nous allons le mener avec Proust, ce sera le jeu de la Dame en rose. Alors, l'intitulé est volontairement un peu provocateur. Le passage sur lequel je souhaitais me pencher avec vous ce soir, c'est un passage qu'on retrouve au début du premier tome de La Recherche du temps perdu. C'est la première rencontre du narrateur avec le personnage d'Odette, de Crécy. L'intérêt de ce passage, à mon avis, c'est justement qu'il va nous permettre de nous pencher sur cette question des représentations, des contradictions qui se jouent dans ces représentations, hommes-femmes. Mais on va voir aussi que c'est un passage qui, par son ironie, par son humour, va sûrement nous permettre de nous pencher sur ces questions que Foucault définit aussi comme des modes de subjectivation. On va revenir sur cette affaire. Oui. La question de l'identité, de la subjectivité, tout ça va être en jeu justement dans cette affaire. Mais bon, trêve de théorie, plongeons-nous donc dans cet épisode de la recherche. Alors, j'ai dit début du premier tome de La Recherche, donc c'est un passage qui renvoie un peu aux couches archaïques de la subjectivation du narrateur, de la construction de la subjectivité du narrateur. On sait que quand on aborde un passage de la recherche, il faut toujours le situer en quelque sorte, où se situe-t-on dans le processus d'évolution du personnage, avec évidemment ce jeu assez complexe que le personnage évolue, mais c'est un narrateur âgé qui se considère lui-même comme évoluant dans le temps. Donc le passage auquel je vais me référer, ce passage de la Dame en rose, est un passage où le narrateur est encore un enfant, un adolescent, dizaine d'années probablement, il est au collège, et donc il va falloir considérer que ce passage est à distance en quelque sorte, il introduit une espèce de distance. C'est le regard d'un enfant, d'un adolescent sur la question,
qui ne comprend pas tout à ce qui va se passer, et évidemment la naïveté du personnage va nous servir un peu de leçon pour appréhender un peu ce dont il est question. Alors, si j'ai choisi de commencer par ce passage, cette histoire de la Dame en rose, c'est parce qu'apparemment c'est une affaire infiniment sexiste. Alors, je resitue les choses. Donc, le narrateur évoque son enfance, on le sait, à Combray, dans la maison de la cousine de son grand-père. Donc, cette maison de Combray, on le sait, elle est non seulement le berceau un peu de l'enfance du narrateur, mais elle est aussi le berceau de l'œuvre qui va venir. Et donc, en se promenant dans la maison et dans les souvenirs liés à la maison, on se promène aussi dans différentes phases de l'initiation du narrateur. Le narrateur, a fini de déjeuner, c'est la fin du déjeuner familial, on l'envoie lire dans sa chambre, et avant d'aller lire dans sa chambre, il entre, nous dit-il, dans le petit cabinet de repos que mon oncle Adolphe, un frère de mon grand-père, ancien militaire qui avait pris sa retraite comme commandant, occupait au rez-de-chaussée. Bon, alors ce petit cabinet, on va le voir, va être pour nous, je pense, un cabinet de réflexion assez fructueux. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est la notation qui nous est donnée. Ce petit cabinet, il dégage, nous dit le narrateur, inépuisablement cette odeur obscure et fraîche, à la fois forestière et ancien régime. Bon. Alors, ancien régime, là, on a une piste. On va être dans l'ancien régime des rapports entre les hommes et les femmes, mais on va voir que, comme l'ancien régime chez Tocqueville, cet ancien régime, il porte en germe déjà ce que la recherche va faire fructifier autour de cette question des rapports entre les hommes et les femmes. Parce qu'on va voir que justement ces identités masculines et féminines qui vont nous être présentées là de façon extrêmement naïve, elles vont bouger, évidemment, c'est l'intérêt, le jeu, et pas seulement d'ailleurs à travers la peinture de l'homosexualité, elles vont bouger en général. Bon. Donc tout chez cet oncle Adolphe connote l'ancien régime, son appartement, qui imite les boudoirs du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est le cadre, il faut l'avoir en tête. Alors, ce passage de la Dame en rose, et ça je pense qu'il faut qu'on le note tout de suite, parce que c'est aussi là-dessus que je vais m'appuyer, il prend place dans le cadre de l'initiation du narrateur au théâtre. Une initiation qui est d'ailleurs à la fois esthétique et libidinale, c'est aussi une initiation au plaisir. J'avais l'amour du théâtre, amour platonique, nous dit le narrateur. Alors, cet amour du théâtre conditionne le passage, l'épisode de la Dame en rose, puisque le narrateur, donc, qui est à ce moment-là fasciné par les acteurs et surtout par les actrices, sait que son oncle en fréquente. Alors, des actrices qui sont aussi potentiellement des cocottes ou des femmes du demi-monde, les deux milieux étant évidemment pour eux l'un à l'autre. Bien. Donc il se présente chez son oncle exprès, c'est un schéma qui est constant dans la recherche, un schéma du voyeurisme, alors qu'il n'est pas invité. Bon, et il espère évidemment qu'il va surprendre la présence d'une conversation, un échange entre son oncle et une actrice, et ça marche, puisque donc il va rencontrer la Dame en rose. Cette Dame en rose, dont il ne sait pas encore, on le saura plus tard, qu'elle est Odette de Crécy, donc un des personnages majeurs de la recherche, la future femme de Swann, etc. Alors cette rencontre avec Odette, cette première rencontre avec Odette, elle se présente à première vue comme une rencontre avec la femme, c'est-à-dire le type féminin par excellence. C'est d'ailleurs l'interprétation qu'en a fournie Françoise Le Riche, qui a beaucoup travaillé sur le personnage d'Odette et plus globalement sur la question de la féminité dans la recherche. Elle affirme qu'Odette représente, je la cite, le parangon de la féminité chez Proust. Et la femme, dit Françoise Le Riche, est chez lui toujours une femme peinte, une créature imaginaire qui se dérobe, qu'il est vain de vouloir posséder. Seules les mères échappent à cette féminité mythique. Bon. Alors justement, je pense qu'il va falloir remettre un peu en question cette lecture fournie par Françoise Le Riche du personnage d'Odette, d'une façon générale, mais surtout à travers ce passage, où pourtant elle apparaît comme une espèce de caricature de la féminité. Ce passage, à bien des égards, aligne tous les clichés sur les rapports entre les hommes et les femmes dans la France de la fin du XIXe siècle, dans les années 1880. Alors, Odette est en rose,
Voilà. La dame en rose, elle porte un collier de perles. Elle va jouer pendant toute cette scène un rôle de séduction avec le jeune garçon qui est le narrateur. Non sans une certaine perversité, d'ailleurs, puisque l'oncle du narrateur n'a aucune envie qu'elle rencontre son neveu, il se doute bien que ça va provoquer des complications avec sa famille, ce qui va effectivement être le cas. Et Odette réclame qu'elle parlemente avant l'entrée du narrateur, qu'on fait patienter dans l'antichambre, et Odette réclame l'arrivée du narrateur en disant « Je voudrais le voir rien qu'un instant, ce gosse ». Bon, alors ce gosse, et on va voir que le comportement d'Odette à l'égard de ce gosse est en fait un comportement de séduction. Elle va le traiter véritablement comme un homme. Alors elle l'invite d'ailleurs à venir la visiter. Elle lui tient d'ailleurs un langage auquel le narrateur ne comprend quasiment rien. Je ne comprenais pas la moitié des mots que disait la dame, mais la crainte de lui fût cacher quelques questions à laquelle il eût été impoli de ne pas répondre m'empêchait de cesser de les écouter avec attention. Bon, j'en ai éprouvé une grande fatigue, dit le narrateur. Bon, effectivement, on le fait grandir trop vite, là. Il y a une espèce d'accélération temporelle qui se joue. Bon. À la fin de l'entretien, Odette tend sa main au narrateur, à baiser, le narrateur hésite, puis se jette à l'eau, il baisse la main. Comme il est gentil, s'exclame Odette, il est déjà galant, il a un petit œil pour les femmes, il tient de son oncle, ce sera un parfait gentleman. Bon. L'oncle Adolphe est un peu gêné, pour rétorque que son neveu est un petit peu trop occupé par ses études pour venir prendre le cup of tea chez Odette, et qui sera peut-être un futur écrivain. Et là, Odette, de rebondir dans le cliché, j'adore les artistes, répondit la dame en rose, il n'y a qu'eux qui comprennent les femmes, qu'eux et les êtres d'élite comme vous. Ça s'est adressé à l'oncle Adolphe. Bon. Alors là, on est dans la cascade de clichés intégrale. Bon. Mais on est chez Proust. Bien. Alors ces clichés, ils sont d'autant plus troublants d'ailleurs dans le passage, et c'est ça qui est intéressant, que on n'est pas seulement à travers le regard de l'enfant, donc la naïveté du narrateur, adolescent, le narrateur âgé, adulte, s'y mêle, en faisant un petit commentaire qui semble sortir un peu de l'époque primitive dans laquelle on se situe. Il m'a semblé plus tard, alors il évoque justement le personnage d'Odette qui confesse avoir eu apparemment quelques relations avec le père du narrateur, qu'elle a trouvé extrêmement gentil pour elle. Bon, des faveurs pour elle, voilà, la question reste ouverte. Et donc, le narrateur nous dit justement, il m'a semblé plus tard que c'était un des côtés touchants du rôle de ces femmes oisives et studieuses, qu'elles consacrent leur générosité, leur talent, un rêve disponible de beauté sentimentale, car comme les artistes ne le réalisent pas, ne le font pas entrer dans les cadres de l'existence commune, un or qui leur coûte peu, à enrichir d'un sertissage précieux et fin la vie fruste et mal dégrossie des hommes. Bon. Donc, en apparence, je le disais cliché. Cliché, mais nous sommes chez Proust. Et en réalité, on voit cette scène est une scène de théâtre. Et c'est en ça qu'elle m'intéresse. Peut-être, et en ça qu'elle peut, j'allais dire, un peu ouvrir une réflexion sur ces rapports entre les hommes et les femmes. Finalement, c'est une question de rôle, c'est une question de jeu. Et j'allais dire de jeu un petit peu dans les deux sens. On joue, on s'amuse, et puis on introduit évidemment toutes les distances, toutes les vibrations, tous les mouvements autour de ces rôles masculins et féminins que joue ici le jeune narrateur, qui n'est pas encore un homme, mais qui est amené à jouer le rôle d'un homme, et d'Odette, dont on ne sait pas si elle est une actrice, une maîtresse, voilà, elle joue un petit peu aussi avec ses identités. Odette est stupide, par ailleurs, mais on le sait, la stupidité n'est jamais disqualifiante chez Proust. Hein. De toute façon, tout le monde est bête, et je pense que c'est aussi une piste intéressante dans cet échange que nous parle le narrateur. Peut-être qu'on est toujours un peu bête quand on est homme ou quand on est femme, quand on joue le rôle de l'homme ou quand on joue le rôle de la femme, mais finalement, c'est pas grave, j'allais dire, c'est pas grave. C'est justement ce qui va susciter du plaisir, parce qu'on va être à distance de son personnage, hein, finalement. Voilà, donc, bon, à partir de cette espèce de prélude un peu ludique, je souhaitais examiner rapidement quelques problèmes suscités par... je souhaitais au fond poser la question de savoir si le convivialisme nous permettait de poser ces problèmes
c'est d'interroger ces rapports entre les hommes et les femmes. Et donc je vais prendre les 5 principes très rapidement, les uns après les autres, en me penchant d'ailleurs sur des questions forcément plus contemporaines. Alors, premier principe convivialiste, ce principe de commune naturalité. Bon, en apparence, on pourrait dire, quel rapport avec la question des hommes et des femmes? Alors, j'en ai vu quand même quelques-uns. Je lance là encore le problème, on en reparlera évidemment si on le souhaite lors de nos échanges. D'abord, on a évoqué ici même, alors une réunion que nous avions consacrée à la question de la nature, la question de la personnification de la nature, notamment la nature conçue comme Gaïa, comme la terre-mère, etc. Donc, personnification de la nature qui, forcément, suscite aussi la question de savoir si on la sexualise ou si on lui donne un genre. Problème qui, d'ailleurs, est posé directement par l'écoféminisme. Ce mouvement qui, justement, établit un parallèle entre la domination de la nature par les êtres humains et la domination masculine. Bon. Question qui reste ouverte. Bon, doit-on établir un rapport entre l'exploitation de la nature et l'exploitation masculine, enfin la domination masculine dans le champ social et politique, l'oppression des femmes et les comportements de non-respect de la nature et de saccage environnemental? Bon, voilà, ce sont des questions que je ouvre. Le deuxième principe est donc le principe de commune humanité. Bon, principe, c'est qu'elle veut dire clé pour garantir l'égalité justement des êtres humains. Notre manifeste dit, dans sa seconde version, on a parlé tout à l'heure, par-delà les différences de sexe ou d'orientation sexuelle. Donc un sujet humain, en cela seul humain, est l'égal de tous les autres humains. Voilà. On est ici dans une définition de l'humanité, j'allais dire, qui est un peu en deçà de la subjectivation du genre ou du sexe. Troisième principe, le principe de commune socialité, qui affirme, je cite, que les êtres humains sont des êtres sociaux pour qui la plus grande richesse est la richesse des rapports concrets qu'ils entretiennent entre eux dans le cadre d'associations, de sociétés, de communautés de taille et de nature variable. Bien. Alors ce principe de commune socialité, là, évidemment, il est en jeu aujourd'hui dans un certain nombre de polémiques assez violentes qui agitent l'espace public autour de la question de ce qu'on pourrait appeler au sens large de la création d'espaces non mixtes dans la société. Voilà. Bon, alors je ne vais pas me pencher en détail sur ces affaires qui seront certainement évoquées dans les interventions qui vont suivre. Bon. Ces questions, on le voit, elles renvoient à la question de la socialité, à la création du lien social et à la dimension du choix que l'on peut faire. Est-ce qu'on peut choisir d'exclure les hommes hétérosexuels de certaines réunions, de certains espaces, comme les piscines municipales, voilà, pour que la socialité, une socialité féminine, puisse s'épanouir. Bon. Alors, à mon sens, toute la complication, évidemment, de cette affaire et de ces polémiques, elle tourne autour de la définition de l'espace public, qui en fait est un véritable problème pour les juristes eux-mêmes. Bon. La juriste Francesca Di Lascito a constaté dans un article paru en 2014 que j'ai lu, qui est très intéressant sur cette notion d'espace public. Elle dit « La notion d'espace public n'a pas été jusqu'à présent objet d'études spécifiques en droit public, en particulier en droit administratif. » Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on doit considérer justement que... Alors, on voit bien, la notion d'espace public, elle recouvre en fait des espaces que les Grecs distinguaient, par exemple, entre ce qu'ils appelaient l'ecclésia, c'est-à-dire ce qui relève du champ politique à proprement parler, champ qui d'ailleurs été exclu aux femmes chez les Grecs, ce qui n'excluait pas pour autant qu'on se pose la question de savoir pourquoi il était exclu aux femmes. Je travaille en ce moment sur le théâtre d'Aristophane, et Aristophane ne cesse de poser la question de savoir ce qui fait que l'espace politique doit être réservé aux hommes, est-ce que les hommes en sont dignes, etc. Donc c'est une question qui les habite. Donc il y a l'ecclésia, et puis il y a l'agora, que les Grecs définissaient comme une espèce d'espace de commerce dans tous les sens du terme, d'échange, y compris économique, bon, et qui est un espace, alors qui normalement est distinct de l'espace politique. Il est articulé à cet espace, mais il est distinct de l'espace politique. Or, notre notion de lieu public, d'espace public, bah, en fait, j'allais dire, elle hésite un petit peu. Bon, une
piscine municipale, une université sont des espaces qui appartiennent normalement au bien commun, qui relèvent d'ailleurs de la souveraineté de l'État. Voilà, peut-on de ces espaces-là exclure toute une partie de l'humanité pour des raisons de sexe ou de genre? Voilà, c'est la question qui, à mon sens, est posée. Le quatrième principe du convivialisme est le principe, alors là, j'allais dire le cœur du problème, qui est le principe de légitime individuation, que l'on définit donc dans le manifeste comme ce processus qui permet de développer au mieux son individualité singulière en développant ses capacités, sa puissance d'être et d'agir sans nuire à celle des autres dans la perspective d'une égale liberté. Alors il va de soi que, évidemment, développer une conception trop étroite de la masculinité ou de la féminité, des identités de genre ou de sexe, va nécessairement en contradiction avec le principe de légitime individuation. Puisque, voilà, c'est un processus qui suppose que l'on puisse se définir librement, et non pas en fonction de principes naturels, dans la pratique du lien social et dans la manière dont on souhaite être reconnu par la société. Alors là, un concept qui me semble intéressant peut-être pour penser cette affaire, c'est le concept de visagéité, qu'ont développé Deleuze et Guattari, qui est justement cette espèce d'assignation que connaissent les individus à des identités souvent binaires. On a une espèce d'arborescence qui se définit, homme ou femme, riche ou pauvre, jeune ou vieux, etc. Et en fait, voilà, c'est un des processus par lesquels en fait, le lien social peut devenir aliénant pour les individus, en les sauvant choisis. Bon, êtes-vous homme ou femme, vous cochez la case. Et si justement ces identités, ces postulations s'interpénétraient l'une de l'autre, voilà, si elles étaient un jeu, pour reprendre l'image proustienne. Enfin, donc voilà, moi, dernier principe, donc le principe d'opposition créatrice. Je cite là encore le manifeste, parce que chacun a vocation à manifester son individualité singulière, il est normal que les êtres humains s'opposent, mais il ne leur est légitime de le faire qu'aussi longtemps que cela ne met pas en danger le cadre de commune humanité, de commune socialité et de commune naturalité qui rend la rivalité féconde et non destructrice. La politique bonne est donc celle qui permet aux êtres humains de se différencier en faisant servir la rivalité. Bon, alors rivalité-opposition, il ne s'agit pas d'opposer les hommes aux femmes, bien entendu, rétablir la guerre des sexes. Cela étant, des combats sont à mener. Des combats sont à mener contre certains hommes, pour certaines représentations de la virilité. Voilà, on voit en effet des postures qui réhabilitent la fameuse domination masculine dont on parlait pour Dieu. Alors, il fait des références d'ailleurs dans son programme, Jair Bolsonaro, Donald Trump, même Boris Johnson, dont on sait que sa campagne législative disait que voter Tory, ça ferait qu'on aurait une femme avec des gros seins et plus de chances d'avoir une Mercedes. Donc on voit qu'il y a une espèce de nouveau de régression politique et régression sur la question des hommes et des femmes. Naturellement, on voit que les choses sont liées. Il y a une politique, évidemment, des identités masculines et féminines. Mais pour autant, ces combats à mener ne doivent pas, évidemment, conduire à substituer une violence symbolique à une autre. Encore une fois, à rétablir une espèce de guerre des sexes généralisée. Elle doit, pour reprendre le principe convivialiste, être une opposition créatrice, c'est-à-dire qui accouche de nouvelles identités qui permettent à chaque individu d'inventer, de réinventer la masculinité et la féminité, à permettre aux hommes de réinventer l'homme, aux femmes de réinventer la femme, mais aussi aux femmes de réinventer l'homme, et aux hommes de réinventer la femme. Enfin voilà, ça doit être des identités croisées. Encore une fois, ici, me semble-t-il, l'image du jeu est celle qui s'accorderait le plus avec une perspective